C'est horrible parce que les Iraniens, cette population est entre le marteau et l'enclume. Vous parlez au passé, ça veut dire que pour vous, c'est trop tard? Pour moi, c'est fini. Il n'y a plus de renversement du régime possible aujourd'hui? Ça fait quoi de vivre dans un autre pays alors que son pays est en guerre? Ça fait partie des questions que j'ai posées à Panthea Kian. Elle est iranienne, elle vit en France et elle va nous parler de ce sujet d'actualité qui est la guerre en Iran qui a lieu en ce moment depuis l'opération israélo-américaine du 28 février dernier. Elle va nous donner bien des nouvelles de sa famille, des nouvelles de ses proches qui sont basés à Téhéran, même si c'est très compliqué, elle va nous expliquer pourquoi. Et on va aussi revenir ensemble dans cette émission sur le régime des mollahs. Panthea Kian a souvent manifesté en France contre ce régime et espère qu'un jour le peuple iranien pourra renverser ce régime. On évoque tous ces sujets-là avec elle, c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez soutenir Bol Media et toute l'équipe, il suffit de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Bonne émission. Panthea Kian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici dans les studios de Bol Media. Première question assez directe, est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille en Iran et comment ils vont? Comment vont vos proches? Écoutez, ça va faire 3 semaines qu'ils ont coupé l'Internet. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, première chose qu'ils font, ils coupent les liens entre les gens. Donc, Internet coupé depuis 3 semaines. Les téléphones, la possibilité d'appeler l'Iran, c'est quasiment impossible. Tu passes des heures, peut-être une ouverture se présente. Moi, je n'ai jamais arrivé. Ma sœur a pu appeler une fois, juste pour dire qu'effectivement, il y avait une grosse explosion dans leur quartier pour nous rassurer. Mais c'est tout. C'est-à-dire, ça fait une semaine qu'on a de nouveau aucun depuis le début de l'opération israélo-américaine, ouais, depuis le 28 février, vous avez eu qu'un seul lien finalement avec votre famille. Qu'un appel qui n'a pas duré longtemps parce que c'est très limité. Vous pouvez appeler pendant 1 minute ou 2, le temps de dire bonjour, tout va bien, etc. Ça coupe. Ok. Où est-ce que sont vos proches et en Iran, et quand vous les avez eus au téléphone, ne serait-ce qu'une fois, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous a dit votre sœur? Que effectivement, il y avait une grosse explosion, que tout l'immeuble a bougé, tremblé. Je crois que c'était le bâtiment du ministère de la Justice ou indépendant comme ceci, mais que il y a des destructions autour, mais un peu loin de chez elle. De toute façon, il y a des bombes qui explosent un peu dans tous les quartiers, tous les jours, des dizaines de missiles qui tombent sur des bâtiments, parfois civils. Qu'ils entendent de toute façon. C'est une ville avec 8-9 millions d'habitants. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la peur, l'angoisse de tous les moments. En plus, vous ne savez pas qui sont vos voisins parce qu'ils peuvent être les cibles. Vous ne savez pas qui. Et tout près de chez elle, il y a une personnalité importante de l'État, donc ce qui rajoute à l'angoisse quotidienne. Votre famille est surtout à Téhéran ou aussi à Ispahan, dans d'autres grandes villes d'Iran? À Téhéran et Ispahan, principalement. Toute votre famille, c'est-à-dire vos sœurs, vos frères, vos parents, j'en sais rien. Une partie de ma famille sont aux États-Unis et à Paris, une partie en Iran. D'accord. Donc j'ai des cousins, cousines en Iran, mais j'ai frères et sœurs à l'étranger. Très, très concrètement, pour revenir sur vous, la guerre, donc vous avez peu de communication avec vos familles. Une seule fois, j'ai compris, parce qu'Internet est coupé. Donc ça veut dire que là, si vous essayez de les joindre sur WhatsApp ou autre, ça ne marche pas, c'est ça? Pas que WhatsApp. Okay. Même le téléphone. Nous, de l'étranger, avec le téléphone fixe ou mobile, on ne peut pas rappeler l'Iran. Ça ne marche pas. Eux non plus, sauf... Bon, ils ont laissé quelques lignes téléphoniques ouvertes, j'imagine, pour des besoins de commerce, etc. Et parfois, les civils peuvent aussi s'y accrocher pour passer des coups de fil, mais c'est au prix des heures d'attente au téléphone. Comment ils font à Téhéran? C'est-à-dire que quand ils connaissent quelqu'un qui a une ligne téléphonique qui fonctionne, tout le monde lui demande: est-ce que je peux appeler, donner mes nouvelles? C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, il arrive qu'ils achètent des paquets de VPN,
mais les VPN normaux, ça marche plus, hein. Avant aussi, c'était par VPN parce qu'Internet, de toute façon, tout est filtré, il permet personne à utiliser directement Internet. Mais bon, enfin, par VPN, ça saute d'un serveur d'un pays à l'autre. On ne peut pas savoir qui était à l'origine de l'appel. Donc ça, c'était possible. Mais tout ça, c'est terminé. Par contre, ils peuvent acheter à très très cher, mais vraiment le salaire de demi-salaire mensuel, un petit paquet de data pour pouvoir appeler. Ce qui n'est pas le cas de ma sœur qui ne peut pas se permettre ça. Ok. Euh, mais bon, quand il y a quelqu'un qui appelle, donne les nouvelles de toute la famille. C'est souvent comme ça. D'accord, ok, elle tenait de tout le monde. De tout. Et a priori, vous, de votre côté, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles C'est ça, pour c'est l'instant, déjà si je ça. peux dire. Ok. Comment vous arrivez à vivre la situation, sachant justement que ben, c'est votre pays, quelque part. Comment vous voyez les choses quand vous voyez ces images à la télé en permanence, comment on vit la situation? C'est horrible. En un mot, c'est horrible. C'est horrible parce que je vois que, en fait, les Iraniens, cette population est entre le marteau et l'enclume, le marteau de ce régime répressif qui dès le moindre mouvement social, les réprime dans le sang, ce qui était arrivé peu de temps avant, et puis une guerre qui, évidemment, ne peut pas être libératrice, hein. Au contraire de ce que Trump leur avait annoncé, je vais venir vous aider, les empêcher de vous massacrer. Ben, ils ont massacré, Trump n'était pas. Et puis, sachant que de toute façon, Israël et les États-Unis, les deux, ils ont des intérêts dans cette guerre qui auraient pu, disons plutôt, rencontrer l'intérêt de la population, du peuple iranien pour en finir avec ce régime. Sauf que, dans ce cas, pourquoi vous avez besoin de jeter des bombes de 1000 tonnes sur un immeuble? C'est tout le quartier qui est détruit. Enfin, ils n'ont aucun souci pour la perte humaine. Ils ont commencé d'ailleurs, les Américains, par envoyer une bombe sur je ne sais même pas, une caserne de Posteron ou un centre important de réserve Militaire? militaire, qui était attenant avec une école de petits-enfants, l'école primaire, qui a résulté à 200 victimes, des petits et leurs enseignants. Donc après, quand on veut savoir pourquoi cette horreur, et on apprend que leur image satellite ou autre datait d'il y a 16 ans. Mais on n'est pas sérieux dans ça. Ça a commencé comme ça déjà. Et puis ensuite, on voit qu'Israël bombarde les réserves de pétrole de Téhéran et d'autres villes. Et là, récemment, c'était voilà, la raffinerie et les pipelines de gaz qui surtout assuraient le gaz de la consommation des Iraniens. C'était dirigé vers l'intérieur de l'Iran. Donc 70% du gaz iranien, et les maisons sont toutes, les appartements et tout, sont équipés avec le gaz en Iran. Donc ça veut dire pendant des années, le temps de réparer tout ça, qui se soit au pouvoir, eux ou un autre régime, mais on n'a pas de gaz pour la consommation interne. C'est quoi l'objectif d'Israël d'aller faire ça? Enfin, donc non, c'est pas de gaz, ça veut dire pas de chauffage, exactement. pas de possibilité de se faire à manger, etc. Exactement, c'est ça. Et puis les boulangeries qui marchent uniquement en gaz. L'Iran, c'est un plateau. D'ici encore plusieurs mois, il y a un tiers du pays qui est dans le froid. Si de l'autre côté, on est dans le printemps, mais oui, ils se chauffent au gaz. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus que l'électricité, parce qu'ils n'ont pas été capables de fournir suffisamment d'électricité. Donc, c'est du gaz qui est le plus courant. On a du mal encore à avoir des images dans le pays, parce que les reporters français sont très peu nombreux à pouvoir rentrer là-bas en Iran. Il y en a un qui est très connu, Savioj Ghazi, qu'on entend souvent à la télé parce que c'est le seul qui est à Téhéran. Est-ce que vous, justement, ça vous manque ces images, ou est-ce qu'au contraire,
le fait de voir des images, est-ce que vous reconnaissez des quartiers? Est-ce que vous reconnaissez des immeubles qui sont tombés, Alors, des qui sont détruits? journalistes, c'est vrai que non, on voit très peu d'images, mais par contre, les mêmes, je vous disais qu'ils achètent des paquets de data pour envoyer des vidéos. Souvent, on voit quasiment tous les jours plusieurs dizaines de vidéos des quartiers qui sont bombardés. Et ça, c'est les Iraniens Eux-mêmes. eux-mêmes qui envoient sur les réseaux sociaux. Vous avez pu reconnaître, vous, des quartiers dans lesquels vous avez Bien grandi? sûr, Vous avez oui. grandi à Téhéran, c'est ça? J'ai grandi à Téhéran jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Puis je suis venue à Grenoble pour continuer mes études. Et j'y suis encore. Donc, j'ai fait mes études, j'ai travaillé jusqu'à bientôt la retraite. Ok. Et vous reconnaissez des images? Vous Oui, étiez, enfin, vous rentrez souvent, j'imagine, je en Iran? rentrais, je rentrais jusqu'en 2022. C'est une période, j'étais réfugiée politique, mais ensuite il y a eu des facilités. Et donc j'étais aussi naturalisée française. Et donc j'ai pu retourner en Iran jusqu'en 2029, 22, où à cause du fait que mon nom était connu pour euh, Le collectif le Femmes, Vie, collectif Femmes, Vie, Liberté. Liberté, bon, euh, on n'a plus voulu de moi. Ma famille avait peur que je retourne. Euh, et depuis, donc, je n'ai pas été. Mais ces quartiers, c'est les mêmes que j'ai connus, dans lesquels j'ai grandi. Et puis, des visites que je faisais au moins une fois par an à mes parents, bien sûr. Je vois, tout à fait. Mais Et vous ressentez quoi? Vous voyez ça comme du gâchis? C'est c'est vraiment du gâchis. C'est-à-dire que, en fait, c'est une guerre. Hein. Dans une guerre, on ne distribue pas des bonbons. Mais en plus de tous ces, euh, disons, forces militaires qui sont l'objectif des Américains surtout, euh, on voit les Israéliens, euh, ils visent surtout les hommes politiques ou les hommes responsables ouais, les personnages forts du régime, quoi. du régime, que ce soit militaire ou politique. Et pour ça, ils attaquent aussi des ministères, même l'usine d'électricité de tout un quartier de Téhéran. Vraiment, pourquoi mettre les gens dans le noir, ça, vous obtenez quoi? Et puis, bien sûr, quand ils ciblent un bâtiment où un tel vit, ben, c'est tout l'immeuble qui s'écroule sur des dizaines d'autres personnes qui habitent l'immeuble et qui ne savent pas forcément Mm. qu'un tel se trouve en ce moment dans Mm. cet immeuble. Actuellement, à l'heure actuelle, on parle de près de 1400 civils uniquement qui ont trouvé la mort. En plus de, on ne sait pas combien de milliers des postérons, les gardiens de la République, les miliciens. Mais ça, je peux vous dire que les Iraniens qui entendent que les miliciens ou des postérons ont été abattus, c'est un plaisir, franchement, parce que c'est toujours eux qui ont massacré la population. Ou Mm. c'est pas pour eux qu'on pleure, mais pour les pertes civiles. Ce que Ouais. en Pour tout ce anglais, que sont on ce dit qu'on pourrait casualties. appeler, ouais, de dommages collatéraux. Ouais. Ah, c'est ça. Mm. 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 Alors, on va revenir un petit peu. Donc, vous avez un engagement politique. Mhm. Vous êt réfugié politique. Donc, ça veut dire qu'on. J'étais. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Iran n'a pas voulu de vous. Oui, mais c'était mutuel. Mais c'est vrai que j'ai pas pu renouveler mon passeport. Enfin, quand je dis On m'a l'Iran, bien fait le régime, régime, oui, tout évidemment. à Non, fait. mais Ouais, absolument. c'est J'étais important d'être très précis. active contre le régime, très rapidement, en Pourquoi? fait. Il faut savoir qu'en 79, rappelez-vous, il y avait un grand pays qui s'appelait l'Union soviétique, avec 1300-400 kilomètres de frontières communes avec l'Iran. Et c'était la peur des Américains que l'Iran bascule du côté Des de son communistes, voisin communiste. qui était le grand ennemi à l'époque Voilà, des États-Unis. exactement. Donc c'était la guerre froide. Et en Iran, il y avait un système monarchique avec le roi qu'on appelait Shah. Ouais, le chat, nous on l'appelle le Shah, chat. ouais, Ouais. oui. Et qui, en fait, à un moment donné, bien qu'il était très proche des Américains, mais il commence à ne plus obéir aux ordres américains, À à s'émanciper. Ouais. s'émanciper d'eux. Euh,
notamment l'augmentation du prix. C'est lui qui était à l'origine surtout de l'OPEP, en fait, d'organiser les pays producteurs. De Et pétrole. il a imposé, voilà, et il a imposé un prix beaucoup plus élevé qu'auparavant, disant que de toute façon, vous achetez à peu cher notre pétrole, mais vous nous vendez vos produits au prix fort. Ok. Du coup, nous aussi, on augmente notre prix. Et tous les pays arabes du Golfe, qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus faibles à l'époque, ils ont suivi. Et donc, ça a fait la crise économique en Europe, enfin en Occident, en 1973. Donc, c'est à partir de là, il a commencé à désobéir, si vous voulez, À l'administration américaine. voilà. Et aux autres pays occidentaux Oui, globalement. tout à fait. Ouais. Mais il cherchait à équilibrer entre la France, l'Allemagne, etc. Par exemple, pour établir de l'industrie de mer en Iran, euh, il a fait venir Krupps allemands et Mm. pas les Américains. Vous voyez, Ok. ou pour, par exemple, l'énergie atomique civile, pour les centrales atomiques, il a fait appel aux Français, ça n'a pas marché, ensuite aux Allemands, etc. Il n'est pas allé chercher les Américains, même s'ils ne sont pas très forts en ça. Mais voilà, et puis même avec les Russes, pour ce qui est la métallurgie. La grande métallurgie Ispahan a été créée par les Russes. Donc, il cherchait un équilibre politique étrangère parfait. Et donc, là, comme il s'affaiblissait, il avait un cancer mortel. Et puis, là, je vais peut-être rajouter quand même un point important, c'est que les Américains qui n'étaient plus satisfaits du roi, et en même temps avait peur de la menace socialiste, etc. Le Shah lui-même aussi, hein, dans cette politique-là, ils ont commencé à trouver que l'islam politique peut être intéressant comme alternative au socialisme. Le Shah, par peur des communistes, parce qu'il y a eu une histoire dans les années 50 avec eux, a aussi pas mal laissé libre les mollahs, parce qu'il faut savoir, les chiites, ils ont une organisation très complexe jusqu'au plus petit village. Ils ont quelqu'un et voilà. Et donc, dans ce réseau des mollahs, qui tout d'un coup, ils étaient libres de s'exprimer, en fait, partout, alors que les intellectuels de gauche et démocrates et même les nationalistes étaient réprimés, les mollahs étaient les seuls qui pouvaient mobiliser la population, et ça arrangeait le Shah et les Américains parce que ça évitait que les jeunes se tournent vers le le communisme, vers communisme. l'URSS. Et même, on a eu des versions intellectuelles d'islamisation des théories, etc. Bref. Donc, ce retour vers l'islam était vraiment la politique américaine. Et quand Khomeini, en fait, moi qui étais très active, même si j'étais que lycéenne, mais on ne connaissait pas, enfin, on était au fait des choses. Mon père était le plus ancien député de l'Assemblée à l'époque du Shah, de ma ville natale. Et donc, on connaissait pas notre génération Khomeini. Et puis tout d'un coup, dans le grand journal du soir, imaginez dans Le Monde, on a une grande photo d'un non-turbané qui est maltraité. Mais je me souviens vraiment exactement. Moi, je lisais le journal souvent pour mon père. Titre, c'est qui ce mec? C'est qui lui? Ouais. Pourquoi on traite de, je ne sais plus, indien? Il n'est pas iranien, là, on s'en fiche, mais c'est qui? Et c'était Ali Khomeini. Okay. Et dès le lendemain, donc on commençait, en gros même la presse commençait à le mettre un petit peu en place. Exactement, on nous le lance, voyez. Et puis Rome, dans la ville de Rome, le lendemain de la publication de cet article, il y a eu des révoltes, parce que Rome, en fait, c'est comme en Rome, le Vatican plutôt, c'est le centre des chiites, des écoles chiites et tout, ils sont là-bas. Et donc il y a eu une révolte contre ça, parce qu'en fait, Khomeini, des années auparavant, 15 ans avant, il avait été contre les réformes du Shah pour la révolution agraire, pour le vote aux femmes, et enfin, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus que ça, pour l'égalité des femmes, pour se représenter dans les instances politiques.
etc., etc. Et c'était une révolution, en fait, qu'on appelait la révolution blanche, puisqu'il n'y a pas eu du sang. C'est du haut que cette révolution a été lancée par le roi lui-même, et qui était progressiste, et qui entrait, en fait, l'Iran dans le système capitaliste mondial, si vous voulez. Dans la modernité, Dans on la peut le dire comme ça. modernité, Khomeini, il s'est levé contre ça, et il avait créé, en fait, une résistance face à, surtout contre les femmes, le droit de vote et le droit d'être élu des femmes, l'éligibilité des femmes, et pour la distribution des terres appartenant au clergé. Ok. Bref, donc ce monsieur, tout d'un coup, on nous le lance. Et donc, à Rome, il y a cette révolte contre cet article qui est réprimé, et basique, on entre dans un système de chiites de 3e jour de mort, 7e jour, 40e, et à chaque anniversaire à chaque cérémonie, en fait, il y a des révoltes partout. Alors qu'auparavant, il y avait un mouvement social très fort. Je me souviens très bien parce que j'en faisais partie en tant que lycéenne. On soutenait en fait les bidonvilles contre la destruction par la mairie. Surtout à Téhéran, il y a des bidonvilles. Pourquoi? Parce que justement, les réformes agraires font qu'il y a beaucoup de... et puis de toute façon, le développement capitaliste fait ça. Il y a les paysans ou les ouvriers qui travaillent sur les champs agricoles, viennent vers les villes pour chercher du travail, etc. Et évidemment, ils remplissent les bidonvilles, etc. Et la mairie ne voulait pas de cette image-là de, par exemple, Téhéran, et ils détruisaient leurs baraquements et tout, et on allait devant les tracteurs, devant les bulldozers et autres. Il y avait un mouvement étudiantin, et nous, les lycéens et tout ça, autour de ça. Tout ça, ça a été balayé par, tout d'un coup, on a vu partir des manifestations scandant notre Khomeini, etc. Et c'est vrai que le manque de démocratie, vous savez, quand une société a été modernisée par le Shah et son père surtout, qui a créé des institutions en Iran, qui a aussi coupé pas mal les mains des mollahs sur la justice et sur l'éducation, et a créé l'armée nationale qui a créé toutes ces institutions nécessaires pour un État moderne, et l'éducation obligatoire, filles, garçons, etc. Donc, ils ont créé des universités de haut niveau. L'éducation est quelque chose de tout à fait banal, l'éducation universitaire, etc. Donc, je veux dire, une population instruite grâce au roi et son père, mais en même temps, pas de participation politique réelle, pas de liberté de créer des partis politiques, etc. Il y avait que les partis proches du régime qui avaient le droit d'exister. Et puis, ce qui a vraiment été la goutte qui a fait déborder la vase, c'est que tout d'un coup, même ces 2-3 partis proches du régime, il les a interdits, et il a créé un seul parti, le sien. Et tout le monde était obligé d'être membre du parti, même nous, les lycéens, on était obligés d'être membres. Je me souviens très bien que on a emmené en fait une liste à signer pour être membre. Moi, je devais être en 3e au lycée, tu vois. J'ai refusé de signer ça. Ils ont fait appel à mon père, etc., parce que je refusais de signer ça. Et donc, passons sur le fait qu'il m'a soutenu. Il a dit oui, il n'a pas l'âge d'être membre d'un parti. En fait, il a le contresens de l'ordre du roi. Mais ça, c'était vraiment une bêtise. Parce que pas seulement on n'a pas la liberté de participer politiquement à la vie politique, disons, du pays, mais en plus, tout le monde devait être membre d'un seul parti. Enfin, on a vu le parti stalinien au-dessus, dans notre voisinage au nord, et maintenant, c'est le parti du Shah. Donc, il y avait des mécontentements par rapport à la démocratie politique, mais on avait toutes les autres libertés. Quelques réformes auraient suffi. Par contre, ce mouvement-là, avec Khomeini,
a lancé en fait une révolution puisque chaque manifestation réprimée et ça repartait encore un tour. Euh, Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l'Iran? Je vous rappelle qu'en juin dernier, il y a eu la guerre de 12 jours. C'est-à-dire tout d'un coup, on a été témoin en fait de l'assassinat des personnalités importantes du régime islamique et puis quelques bombardements une guerre qui a duré de 12 jours. Donc là, c'était vraiment lancé par Israël. Les Américains n'étaient pas dedans encore. Et c'est ça. Même si ils ont toujours l'accord des Américains pour lancer ce genre d'opération. C'est ça. Mais c'était, en fait, il n'y avait pas de paix. C'était juste un cessez-le-feu. On savait qu'à un moment donné, ça allait être repris parce que, en fait, les Américains, ils ont participé dans cette guerre, mais uniquement pour bombarder les réserves de l'uranium enrichi iranien qui était enfui dans les 40 mètres. Oui, exactement. Il y avait cette opération parce qu'à l'époque, en juin, c'était toujours cette idée que l'Iran, ce régime, on va dire la menace, c'est que ils réussissent à avoir la bombe nucléaire. Et donc à l'époque, au mois de juin, c'était pour bombarder des réserves d'uranium qui pourraient être enrichies à une hauteur assez importante pour faire des bombes. C'est ça. Il y a plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui est absolument douteux parce que pour faire des centrales nucléaires, pour des besoins d'électricité, tu as besoin de 2% pour les recherches médicales, etc. Mais en fait, ça, c'était le jeu d'Iran depuis toujours. C'était de garder une menace, de se mettre au seuil de l'enrichissement à 100%, 90% en fait, qui est juste vraiment un saut de puce et qui peut se faire très rapidement pour rester une menace et donc d'équilibrer les forces. Les Américains sont venus avec leur B-2, ont tout détruit, etc. Puis Trump n'a pas arrêté de dire je les ai annihilés, etc. Sauf que, en fait, non, parce qu'ils étaient tellement enfuis profondément qu'on ne sait pas où ils sont, dans quel état ils sont. On ne sait pas si la menace nucléaire est annihilée, quoi, justement. Exactement. Parce qu'elle existe encore. Oui, tout à fait. Et donc, on a vu des mouvements récemment, justement, avant la guerre, des mouvements autour de ces lieux, ces sites où ils cherchaient, en fait, les Iraniens cherchaient à couvrir pour pouvoir aller chercher leur uranium. Mais ça coïncidait en même temps avec cette révolte populaire qui n'avait pas besoin de Trump ou de Netanyahou pour exploser. Révolte populaire, donc à l'intérieur de l'Iran, contre le régime des mollahs. Très concrètement, c'est quoi le quotidien aujourd'hui en Iran pour expliquer aux gens à quel point, pour vous, ce régime est intolérable? Pour vous, Panthère-Akian d'ailleurs. Pour moi, parce que moi, je suis en France, je suis très bien ici, mais en fait, tu restes toujours... J'ai quitté il y a 40 ans, mais mon cœur bat toujours là-bas. Pourquoi? Parce que justement, c'est un peuple aussi ancien qui arrive à un moment donné dans son histoire où il y a, sur un territoire très riche... 80%, 75% de la population est sous le seuil de pauvreté. Mais pour quelle raison? Quand vous êtes un État, vous avez la responsabilité de gérer le pays, son économie, entre autres. Or, ils ne gèrent absolument rien. Je vous dis vraiment, leur attitude, c'est... J'ai occupé d'ailleurs ce que Khomeini a dit, il a fait comme ça en plus. On a l'Iran dans nos poignets, on ne lâchera pas. C'est qu'ils occupent ce que disent les gens. Hein. Ils ont occupé ce territoire, ils s'en foutent complètement de notre niveau de vie, du développement du pays. C'est juste pour exploiter, remplir leurs poches et puis créer leur axe chiite qui va d'Irak... la Syrie jusqu'au Liban pour atteindre Israël. En fait, c'est une obsession Israël, disparition d'Israël. En quoi est-ce que les Iraniens sont concernés? Ils ont besoin de leur pain quotidien qu'ils n'ont pas. Et donc ça, déjà, le peuple demande, si vous êtes au pouvoir, gérez les affaires. Si vous ne savez pas gérer, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec
le seul critère pour que vous ayez un poste important dans ce pays, c'est d'être de leur bord. Ensuite, que vous sachiez ou pas ce à quoi vous êtes destiné, ce n'est pas un problème. Donc, c'est des incapables, des, Ouais, ils euh, sont à des postes alors qu'ils n'ont pas forcément les non, compétences pour y mais être, etc. absolument, c'est des incompétents, alors qu'il y a autant de personnes qui auraient pu le faire. Mm. C'est pour, en fait, euh, J'ai peut-être, pardon, Pantakian, je peut-être t'en prie. reposer ma question Oui. différemment. C'est quoi le quotidien d'un Iranien, d'une Iranienne, Mhm. aujourd'hui, dans le régime des mollahs? Voilà, c'est chercher du matin au soir, gagner un minimum pour pouvoir vivre de façon, mais juste survivre. Et pour vous donner un exemple, un salaire moyen, que ce soit des employés d'État ou des ouvriers, ne les amène pas à plus de tiers du mois. Et ça, c'est reconnu, même l'État le reconnaît. Les deux autres tiers, alors que vous avez votre loyer, des enfants, les soins, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Voilà, donc c'est survivre. Ça, c'est le quotidien des gens. Par contre, de l'autre côté, le régime, alors qu'il ne rend pas les services qu'il faut à la population, euh, il demande à ce que les femmes se taisent, qu'elles soient sous couvert du voile islamique, qu'il n'y ait aucune contestation, qu'il n'y ait pas de syndicats. Les ouvriers n'ont pas de syndicats dans un pays où on avait un parti communiste des syndicats en 1905, en même temps que les Russes. Enfin, c'est quand même un pays assez rapidement auto-industrialisé. Les ouvriers n'ont pas de syndicats, les enseignants pareil, tout est interdit, toute structure professionnelle est interdite. Aujourd'hui, dans le pays, quelle est justement cette partie de la population iranienne? Est-ce qu'il y a une partie qui est toujours pro-régime des mollahs et qui a envie que ça continue? Euh, ou est-ce que la majorité des Iraniens sont pour le renversement de ce régime? Est-ce qu'on est capable de le savoir Ah, aujourd'hui, sachant que même nous, en tant que journalistes, on a des informations tronquées puisque la télévision appartient au régime, etc. Donc on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas. il y a eu un sondage, pareil, des sondages qui sont faits de Londres, depuis Londres, ça j'en parlerai après, mais des sondages internes au régime hein, qui ont annoncé il y a déjà plusieurs mois avant toutes ces histoires, qui disaient que 90% de la société est mécontent. Ils disaient mécontent. Sauf que, en fait, c'est plus que mécontent. 90% de la population est contre vous et veut votre renversement. 10%, effectivement, à peu près 10% sont directement liés au régime. Vous savez, on parle de 1 million de miliciens. Mm. Donc, armés. Les miliciens, c'est qui? C'est des petits gens qui ont des coupons pour l'achat dans des centres Dans des commerces. ouais, dans des commerces spéciaux. Hein. Ok. Fait pour eux. C'est des lieux commerciaux qui sont faits pour eux. Donc, eux, ils n'ont pas de problème contre les Ah, autres pour, gens pour acheter à manger, manger. Ouais. exactement. Et puis, ils ont un salaire aussi pour être appelés, c'est pas quotidien, mais dès qu'ils ont besoin d'eux, c'est une force qui est prête à intervenir, Ouais, ok. prend sa mitraillette et va affronter la population. Donc ça leur donne, entre guillemets, une sorte de confort pour la vie de tous les jours en Iran. Absolument, tout à fait. Ils sont Donc ils n'ont pas de assurés. raison à être contre le régime. Exactement, ils restent fidèles, ils sont restés fidèles. Et puis, il y a à peu près 200 000 gardiens de la Révolution qui, eux, sont des salariés, c'est l'armée parallèle. Il reste ensuite l'armée nationale qui intervient jamais dans les répressions de la population. Et eux, ils sont respectés, etc. Même si leur commandement, c'est quand même des gens très fidèles au régime. Mm. Mais les quatre moyens, c'est surtout sur eux qu'il faut compter si un jour il se passe quelque chose Mm. pour le basculement. Donc ça fait quand même, l'Iran fait 90 millions d'habitants. C'est un pays plus de trois fois et demi la France. En superficie, ouais. En superficie. Et donc,
Oui, 90% de 90 millions, ça fait énormément de gens, mais évidemment, tout le monde n'est pas révolutionnaire. Hmm. On a eu peut-être 1 million de personnes qui étaient vraiment prêtes à mourir, qui sont descendues fin Manifester. décembre, Ouais. manifester. C'est pour ça aussi le nombre très impressionnant et historiquement, je pense, unique de victimes, on parle de 40 000, et encore quand les Hmm. Iraniens disent, mais c'est bien plus que 40 000, parce que même dans les villages, il y Hmm. a... Il y a eu de la répression, Ouais. donc victime de la répression Mm. du régime des Mollahs. Aujourd'hui, l'Iran donc, est bombardé, ou a été bombardé Et bon, par l'opération israélo-américaine. Est-ce que cette période-là, donc elle est bombardée, on l'a expliqué, pour des raisons qui sont d'une menace, pseudo-menace, on n'arrive pas vraiment à le savoir, d'une bombe nucléaire qu'aurait l'Iran pour menacer les États-Unis et Israël. Mais est-ce que ça peut ouvrir une fenêtre possible pour cette population qui est contre le régime, bah, de prendre le pouvoir? Est-ce que c'est possible, puisque ça a été un des premiers arguments du président américain Donald Trump, de dire on va vous aider à lutter contre le régime et à prendre le pouvoir? d'accord. Déjà, par rapport au- à la quantité d'uranium enfoui qui était soi-disant détruit, en fait, je pense que ça, Trump devait donner, parce que Trump, sa justification pour sa propre population était, il faut que j'aille, malgré qu'il disait que j'ai tout anéanti, j'aille extraire ça ou Oui, les bien sûr. empêcher. Mais je pense que c'était plutôt un prétexte pour sa population, pour justifier son intervention en Iran. Sinon, comment il l'aurait fait? Et puis, aussi, les missiles, surtout, c'est les Israéliens qui étaient toujours sous la menace, parce qu'ils font de très bons missiles, qui vont jusqu'à 2000 km, donc Mm. balistiques, etc. Pendant la guerre du 12 jours, les Israéliens en ont goûté. Bien sûr. Donc pour les Israéliens, ils savent très bien que la menace nucléaire n'était absolument pas évidente et imminente, comme disait Trump, mais c'était aussi pour détruire ces missiles. C'est surtout les lanceurs. Mm. Mais au fait, de l'autre côté, euh, du côté iranien, j'entends, Trump disait à la population, parce que tout le monde sait à quel point le mécontentement est Et arrivé grand. vraiment au point de rupture, Mm. explosion, ce qu'on appelle une situation révolutionnaire. Franchement, c'était ça. Trump a dit, je vous couvre, je vous soutiens, je vous couvre, etc. Et bon, est-ce que les gens ont vraiment cru à Trump? De toute façon, ils étaient dans les rues depuis le mois de décembre. Hein, et Trump a parlé de les protéger en janvier. De toute façon, c'était. Euh, donc, moi, je pense que à un moment donné, en fait, les Américains avaient leur agenda, leurs problématiques. Les Israéliens, les leurs. Ils sont juste à côté de nous. Hein. Enfin, même si on n'est pas voisins, mais Ouais, on est très effectivement. proche. Mm. Et puis, depuis 47 ans que ce régime est en place, ils parlent que de la destruction d'Israël comme vraiment leur objectif. Ils ont fait une chose, c'est de développer les armements, alors qu'on a besoin de tout. On n'a pas d'électricité, mais on a les Des fusées missiles balistiques. de dernière génération. Ouais. Exactement, tout ça. Donc les Israéliens, ils ont aussi leur survie qui est en jeu. Et donc, bien sûr, ils veulent intervenir, en profiter pour terminer la guerre qui avait commencé en juin. Et les Iraniens qui ont aussi un objectif, c'est on ne peut plus vivre dans ce régime, donc il faut le renverser. Ces trois objectifs de trois pays différents se rencontrent à un moment donné, oui. Mm. Les Iraniens comptaient en fait sur Trump, ok, toi tu as des choses à régler ici, et ben, nous aussi. Donc, Mais vu la situation et justement la guerre, la destruction du pays, mhm, il semblerait que... est-ce que ça pourrait renforcer presque le régime des Mollahs, qui passe pour une victime aujourd'hui? Et comment ça s'est perçu au sein de la population? mhm. Sachant qu'à chaque fois qu'on dit on bombarde l'Iran, Mhm, on entend on bombarde le régime des Mollahs. Mais non, on bombarde le régime des Mollahs, on bombarde la population iranienne, etc. exactement. Alors, il y a eu deux moments. Euh, au- Avant que la guerre commence, c'était effectivement la population qui était dans les rues regardait le ciel pour voir qu'ils arrivent quand, les Américains, pour nous protéger de ces
d'être massacrés. Mais dès que la guerre a commencé, au début, en fait, c'était jubilatoire de voir toutes les têtes du régime qui sont en train. Effectivement, ça affaiblissait le régime, il n'y a rien à dire. Hein. Ça aidait la population révolutionnaire d'Iran, facilitait les choses. Sauf qu'à un moment donné, eh ben, ces destructions sont tellement incalculées. Enfin, pour la population, c'est injustifié. Et pourquoi des bombes d'une tonne? Pourquoi des infrastructures dont on a besoin, etc. Et c'est là où tu te demandes si Israël, son objectif n'est pas tout simplement d'anéantir l'Iran, qui est plus cette puissance qui existe depuis des milliers d'années dans cette région et avec cette fierté iranienne d'être la force de la région. Les Turcs, c'est la même chose, hein, Erdogan, etc. Ils adoraient l'Iran affaibli, islamisé, bien réprimer sa population, etc. Ça arrangeait tout le monde. Et puis les pays de Golfe, comparer ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport à quand il y a eu la révolution, il y a 47 ans, le régime islamique, ils étaient rien, ils sont tout. Les Turcs, pareil. Donc tout le monde a intérêt, Israël y compris, à ce que l'Iran disparaisse. Enfin, je sais pas, disparaisse au point de ne plus compter dans la région, ne soit plus une puissance. Sauf qu'avec ce régime, on avait une puissance militaire, mais pas une puissance économique, culturelle, civilisationnelle, tout ce que vous voulez, qu'on avait avant eux. Ensuite, du côté occidental, quand on regarde ce qui se passe, j'entends par là que nous avons une vision, une certaine vision, c'est que cette guerre aurait pu nous aider de nous débarrasser du régime ou l'affaiblir pour qu'on se révolte de nouveau et qu'on prenne les institutions. C'était ça qui se disait en Iran. Est-ce que c'est possible alors? Et c'était, à un moment donné, c'était peut-être possible, sauf que pour que cela puisse se faire, il fallait que la population n'est pas armée. Vous parlez au passé, ça veut dire que pour vous, c'est trop tard? Pour moi, c'est fini. Il n'y a plus de renversement du régime possible aujourd'hui? Écoute, je vais dire, dans quelles conditions? La population iranienne n'est pas armée. Et à part les tribus qui sont armées, qui sont effectivement dans les manifestations, montrent, ils ont des armes de chasse, hein, c'est pas... Et en face, on a à peu près 1 million de forces armées, des miliciens qui, pour leur pain, pour maintenir leurs privilèges, sont prêts à... On a vu, ils tuent des gosses. Ils vont dans les... Il faut quand même savoir la criminalité du régime des mollahs. Pas seulement ils tiraient sur les gens à balles de guerre, mais les blessés, les empêchaient d'aller à l'hôpital. Et si vous arriviez quand même à emmener vos copains et copines à l'hôpital pour extraire les balles, ils arrivaient, ils cassaient les portes, ils entraient et ils achevaient. On a des centaines et des centaines de photos des corps avec toujours leurs tuyaux de respiration ou autre, avant la chirurgie. et tout ça. Oui, on voit bien avec un trou dans le cou ou dans le front, c'est qu'ils ont été tués après, à l'hôpital. On a récemment une divulgation, un témoignage d'une infirmière, de 2 infirmières qui disent qu'ils ont attaqué l'hôpital. La moitié, ils ont menacé la moitié de cadres médicaux à accepter de ne pas secourir les blessés, parce qu'il y avait du sang partout, des blessés partout. Et une moitié a dit, on continue, c'est notre devoir. Eh ben, ils ont attrapé 7 infirmières, ils les ont emmenées au sous-sol et c'est elles qui témoignent. Ils en ont tué 2 immédiatement devant les autres. Et puis, en groupe, on violait les autres, notamment une jeune femme qui était violée aussi avec des objets externes, enfin des objets durs. C'est ça ce régime. Vous voyez, on parle d'islam. Est-ce que c'est ça l'islam? Est-ce que c'est ça le chiisme? Vraiment, on le vomit maintenant. Enfin, c'est une population le plus anti-religieux qui soit à cause de tout ce qu'on a vu. Mais donc, on a face à cette population, le peuple iranien
on a 1 million de ce genre de bestiaux. Comment voulez-vous les renverser si ce n'est avec l'aide étrangère? Sauf que, est-ce qu'on peut compter euh, sur ces deux pays qui ont leur propre objectif dans cette... Les est-ce qu'ils ont USA et intérêt? Je vous Israël. Mm. disais, Israël n'a pas intérêt à ce que l'Iran reste une puissance, etc. Moi, je pense, c'est vraiment mon seul espoir, c'était que l'armée nationale puisse effectivement tourner vers la population et eux, ils sont Faire une armés. sorte de putsch et tourner le dos au régime des Mollahs et le Oui, renverser. ils sont armés, ils peuvent se mettre en face pour protéger la population face aux post-Iran, etc., qui sont affaiblis, leurs têtes ont souvent été coupées, etc. Les Bassidji, les miliciens, leur chef, il y a 2 jours, il a été tué, c'est Mm. parfait. Ce genre d'opération, c'est très bien. Mais ensuite, quand on voit détruire toute l'armée de l'air, marine, enfin tout, on se dit, mais devant, vous savez ce qu'ils ont fait aussi en Syrie, les Israéliens, après le départ de Assad, des quelques avions qu'ils avaient, ils les ont bombardés, mais pourquoi quel que soit le régime, même si c'est une démocratie, a besoin de l'armée, Oui, a de se besoin de défendre. ses infrastructures pétrolières, d'électricité, etc. Pourquoi les bombarder? C'est là où on doute fort des objectifs israéliens qui soient contre la Mm. population et pas du tout pour les aider, même si tuer les têtes des gardiens, etc., ça peut être dans leur intérêt. Et là-dedans, effectivement, les Iraniens et les Netanyahou, ils ont des intérêts communs. C'est de ne plus avoir ces... Mm. euh, Mais là, si je comprends bien ce que vous dites, là, il n'y a plus d'espoir pour vous que la population iranienne puisse se révolter contre le régime. alors, là, je suis obligée de parler un, un lueur d'espoir que Reza Pahlavi il a. Reza Pahlavi étant le prince, le fils du dernier roi, Qui est aux qui est États-Unis. aux États-Unis et à Paris. Sa mère, Farah Diba, est à Paris. Récemment, il était à Paris d'ailleurs. Lui, il promet, bon, c'est vrai que dans les manifs de 8 et 9 janvier, c'est lui qui a appelé la population en disant descendez calmement. Il ne pensait pas que le régime allait les rafler Ouais. en famille, etc. Ou si vous restez chez vous, depuis vos fenêtres, parce que c'est une coutume en Iran, c'est que depuis ces fenêtres, dès 9 heures du soir, on crie mort à Ayatollah Khamenei, mort au régime islamique, etc. Vraiment des slogans assez souvent. Moi, j'ai participé à ça, c'est assez drôle. Tu vas sur le toit de ta maison ou sur la terrasse, tu lances et puis tous les voisins répètent ça. C'était plutôt ce genre d'invitation, vraiment quelque chose de très pacifique. Et on a vu le résultat, qui était le massacre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, lui, il a été effectivement scandé avant cet appel dans les manifestations. S'il y a une personne que les Iraniens pouvaient appeler, c'était bien lui. Parce qu'on a ce régime, depuis 5 décennies, a décimé tous les mouvements et toute personne qui aurait pu se révéler un jour leader de quelque chose, il se retrouve en prison où il a Mhm. été exécuté. Donc, Reza Pahlavi, effectivement, tout le monde le connaît. C'est l'avantage qu'il a en Iran, c'est que grâce à son grand-père et son père, même un villageois au fin fond de Baloutchistan d'Iran connaît Reza Pahlavi, ce qui n'est pas le cas de Narges Mohammadi ou de Shirin Ebadino, Mhm. prix Nobel de la paix. Mhm. Euh, et donc, lui, il a promis à la population de diriger leur révolution jusqu'à établir en fait une phase de transition. Et pendant cette phase de transition, laisser libre cours à tous les courants politiques, création de partis politiques, etc., et de présentation de programmes et autres, quelque chose qui durerait 2, 3 ans. Et puis ensuite, il y aurait un référendum et la population choisirait la forme politique, monarchie ou république, et puis l'Assemblée constituante euh, pour créer les lois fondamentaux. Ça, c'est une promesse qu'il a faite
Et il disait, et il dit encore, qu'il a cette influence dans l'armée et aussi qu'il a créé une armée en fait civile, avec les civils qui Ouais, sont prêts à intervenir. Je ne sais pas comment il les arme, etc. Mais en tout cas, lui, il parlait de 50 000 civil qui serait membres prêt. non, Ok. de l'armée nationale, 50 000 Ah, qui se seraient déjà déclarés de son bord et que, avec et- leur collaboration, des civils aussi sont en train d'être entraînés, etc. Si vous le croyez, à ce moment-là, on peut penser qu'à un moment donné, ils peuvent faire basculer. Mais moi, je demande à voir des hmm. signes défection de autant de monde dans l'armée. Je sais Une lueur d'espoir, mais l'espoir est très mince selon pas. vous Ouais, en tout cas. exactement. Merci beaucoup Pantéakian pour cette interview. Merci d'avoir été avec nous dans Bol Media. On a tout compris. Moi, j'ai juste un film à donner à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le régime des Mollahs. Film très connu, Persépolis de Marjane Satrapi. Évidemment que beaucoup ont vu sûrement, mais allez le voir. En tout cas, on apprend beaucoup de choses sur ce régime grâce à ce film. Et j'imagine que vous le conseillez aussi. Oui, tout à fait. Merci encore, Mme Kian. Merci.